Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur le Président Frédéric Bonsoir. Bierry. Au nom de la MESA, je voulais vous dire un grand merci d'avoir accepté d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous avoir à la veille de la création de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace. On aimerait savoir pourquoi européenne. Est-ce que c'est parce qu'on est à Strasbourg ou est-ce parce qu'il y a un vrai contenu? Et on aimerait aussi connaître vos priorités. Et pour vous interviewer, j'ai ma collègue et amie Caroline Kellner. Elle est aussi la secrétaire générale adjointe à la MESA et elle va vous faire une petite présentation et après on passe aux questions. Voilà, Caroline, c'est à toi. Frédéric Bierry, bonsoir. Pour vous présenter, je dirais que vous avez 54 ans, vous êtes né à Strasbourg, mais vous êtes originaire de la vallée de la Bruche, parce que c'est important pour vous. Vous avez d'ailleurs été maire de Schirmeck pendant 20 ans, de 1995 à 2015, ce qui explique aussi que bien que vous soyez un fervent défenseur de l'Alsace, on y reviendra, vous ne parliez pas alsacien. Vous avez été élu président du conseil départemental du Bas-Rhin en 2015 et vous êtes aujourd'hui le possible président de la CEA, la collectivité européenne d'Alsace. En tout cas, vous êtes candidat déclaré. Alors d'abord, je voudrais savoir, puisque nous sommes à 1 mois de la naissance de la CEA, je voudrais savoir quel est votre état d'esprit aujourd'hui. Alors, ce matin, nous préparions la dernière. Alors d'abord, merci de cette invitation. Ravi de pouvoir échanger avec vous. Déjà, dans vos deux interventions, il y a pas mal de questions qui se cumulent et qui se conjuguent. Mon état d'esprit, d'abord, aujourd'hui, c'est à la fois un peu de nostalgie. Parce que une page de l'histoire, un petit pincement, c'est pas de la nostalgie, plutôt un petit pincement au cœur, parce que nous allons avoir lundi prochain la dernière réunion plénière du département du Bas-Rhin, du conseil départemental du Bas-Rhin, puisque la réunion qui succédera à cette réunion sera à échelle de collectivité européenne d'Alsace. Donc on tourne une page de l'histoire. Donc je suis bien évidemment, j'ai en souvenir tout le travail qui a pu être construit par tous mes prédécesseurs et tous les conseillers généraux et départementaux qui se sont succédés. Et puis j'ai en tête bien sûr le travail acharné que nous avons mené ces six dernières années. Et puis donc j'ai ça en tête, et puis en même temps une forme d'impatience de mettre en place officiellement la collectivité européenne d'Alsace et de travailler encore plus fortement pour répondre à la fois aux enjeux des Alsaciens, aux enjeux de la dynamique de chaque territoire et de la dynamique de l'Alsace. Donc voilà dans quel état d'esprit je suis. On construit les choses avec mes collègues haut-rhinois, avec Rémi Witt, le président du Haut-Rhin. Il y a un travail au quotidien ensemble sur tous les sujets pour organiser la maison, pour que la maison soit opérationnelle dès le début janvier et qu'on puisse servir encore mieux nos concitoyens. Alors, avant que Fernanda vous questionne plus avant sur le côté européen, juste une question, la CEA, c'est quoi? C'est la fusion de deux départements ou ça va être véritablement une collectivité à part entière, finalement différente d'une simple fusion? Alors, elle va plus loin, c'est-à-dire qu'effectivement, les deux CD 67 et 68 du coup se rassemblent pour former une collectivité d'Alsace, et je reviendrai sur le terme d'européen tout à l'heure. Donc ça, et donc du coup, toutes les compétences que nous exercions chacun dans nos périmètres, c'est-à-dire notamment les politiques sociales à tous les âges de la vie, puisque on va accompagner les personnes les plus fragiles dès la naissance avec la protection maternelle et infantile, jusque, on le dit parfois communément, jusqu'au dernier râle dans l'accompagnement des personnes âgées, en passant par la protection de l'enfance, les collèges, l'insertion des personnes au chômage, bien
bien sûr les personnes en situation de handicap. Donc on est dans l'accompagnement des personnes, on est aussi la collectivité des solidarités territoriales, donc on accompagne aussi les dynamiques des communes, des intercommunalités dans leurs projets de développement. Donc ces compétences ont subsisté et à cela se rajoutent des compétences nouvelles. Nous gérions déjà les routes départementales, mais là nous allons récupérer dans notre giron les routes, les autoroutes qui vont pouvoir être gérées par notre collectivité, ce qui devrait simplifier les choses pour l'information déjà des usagers de la route, puisqu'il n'y aura pas deux maîtres d'œuvre différents des routes, ce qui devrait aussi nous permettre à terme de mieux organiser la fluidité et la sécurité sur les routes qui traversent l'Alsace. Donc là, c'est des compétences nouvelles. Et là, ça va intéresser bien sûr l'association, la MESA. On va être renforcé dans notre rôle de collectivité stratège en matière de coopération transfrontalière. On a cet enjeu, Caroline, tu disais que je ne parle pas alsacien. Alors, effectivement, c'est inacceptable, je le reconnais bien volontiers, mais dans la vallée de la Bruche dont je suis natif, on parle le belge, c'est un patois roman. C'est pour ça que j'ai bien dit que vous étiez originaire de Schirmeck. Mais quand un jour tes collègues m'ont posé cette question, j'ai dit ce qui est important, c'est que je parle aux Alsaciens. Si je parle pas alsacien, c'est regrettable, mais ce qui serait encore plus grave, c'est de ne pas réussir à parler aux Alsaciens. Et mon enjeu, ça a toujours été bien sûr de parler aux Alsaciens, mais je mesure donc les lacunes que je peux avoir en langue justifient que je sois encore plus investi dans le bilinguisme, parce que je ne voudrais pas que les jeunes générations aient à souffrir des mêmes limites qui me touchent. Et donc, le bilinguisme, la connaissance de la langue du voisin, pour moi, c'est fondamental. C'est aussi, si on veut construire l'Europe, si on veut porter l'Europe, il faut d'abord que sur les espaces transfrontaliers, on montre l'exemple et qu'on soit en capacité là de construire des destins en commun. Et ce n'est que par cette façon-là qu'on pourra emmener nos concitoyens à plébisciter l'Europe. En tout cas, je pense que c'est un des outils, et d'ailleurs que la collectivité européenne d'Alsace pourra utiliser. Et parce que la question des compétences m'est souvent posée. On va y revenir au fur et à mesure. On va avancer. On va revenir aussi sur le bilinguisme. Okay. Fernanda. Oui, on parlera sur le bilinguisme et j'ajouterais que peut-être vous pouvez aussi encore commencer à apprendre l'alsacien. C'est jamais tard pour apprendre des langues. Vous avez raison. Je croyais que tu allais dire le portugais, Fernanda. Le portugais, ça sera aussi bien. Mais ça sera après l'alsacien. Monsieur le Président, vous avez co-signé une lettre avec plusieurs élus alsaciens. Il faut dire que depuis le mois de mars, le Parlement européen ne s'est jamais réuni à Strasbourg. On l'attendait qu'il vienne en septembre. Et malgré que la situation en Belgique était pire qu'elle était à Strasbourg, le Parlement européen n'est pas venu. Et maintenant, il y a une nouvelle qui vient s'ajouter, c'est le fait qu'on le savait, à peu près, c'était rumeurs de couloir qui maintenant se sont vérifiées, c'est que le Parlement européen va refaire l'hémicycle, un nouveau hémicycle qui coûte 500 millions d'euros à Bruxelles. Vous avez fait une lettre avec plusieurs élus alsaciens. Il y a aussi le secrétaire d'État aux affaires européennes qui a aussi écrit une lettre. Et le président du Parlement européen est furieux. Alors, avec cette lettre et avec vous. Alors, ma question est, qu'est-ce que vous pensez faire maintenant? Alors, ce qui était important d'abord, c'est qu'il y ait une prise de conscience. Oui. Alors, si vous permettez, je vais reprendre au départ la question que vous me posiez en introduction sur pourquoi la collectivité européenne d'Alsace. Parce que je ne l'ai pas expliqué, mais après je répondrai à votre deuxième question, mais je pense que c'est lié. C'est-à-dire que si nous avons voulu qu'il y ait le terme Europe dans la collectivité européenne d'Alsace, c'est... D'où vient le nom d'ailleurs? En fait,
bien sûr, on a regardé différentes options. Hein. J'avoue que j'ai plus le détail des possibilités, mais assez vite, ça nous est apparu cohérent d'avoir collectivité parce que on n'est plus vraiment, hein, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, un département. On n'est pas, puisqu'on va au-delà en termes de compétences, et notre objectif, c'est de renforcer encore notre capacité d'agir là où ça a du sens, hein, là où on peut mieux servir nos concitoyens à l'échelle alsacienne. Il ne faudra pas hésiter à aller chercher d'autres compétences. On parle des voies navigables, de la santé, enfin, il y a plein de sujets qu'on pourrait évoquer, mais notre collectivité a vocation à s'investir dans beaucoup de sujets dès lors que ça a du sens et que c'est attendu par les territoires et par les habitants. Mais du coup, on a regardé plusieurs pistes, mais collectivité, puisqu'on était au-delà d'un département, Alsace, c'était évident, et européen, c'était aussi naturellement, pour la plupart d'entre nous, évident, parce que d'abord, géographiquement, nous sommes au cœur de l'Europe, et nous sommes dans un territoire frontalier. Ensuite, la capitale de l'Alsace, c'est Strasbourg, qui est aussi une capitale européenne. Et nous sommes très attachés à la vocation européenne de Strasbourg, mais au-delà de l'Alsace. On a, je crois, un message fort à porter autour des valeurs démocratiques sur notre territoire, élargi, c'est-à-dire Strasbourg, mais élargi à l'ensemble du territoire alsacien. Il y avait bien sûr cet enjeu que Strasbourg incarne, mais que l'Alsace aussi incarne les valeurs démocratiques pour l'Europe. Je pense aujourd'hui qu'il faut bien séparer les fonctions au niveau de l'Europe, et les traités avaient été très clairs. Bruxelles pour la Commission européenne, Luxembourg pour les finances et le secrétariat général, et Strasbourg pour le Parlement européen. Je pense qu'il faut rappeler, avant toute chose, les traités qui doivent garantir cette organisation. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai que Bruxelles a construit une image négative auprès de nos concitoyens, puisqu'elle incarne aujourd'hui la technocratie, la bureaucratie, que rejettent largement les citoyens européens, alors que Strasbourg, aujourd'hui, a toutes les conditions pour incarner cette capacité à être le seul lieu d'ailleurs. Moi, je défends que le lieu du Parlement soit uniquement à Strasbourg. Nous avons un hémicycle qui le permet, et nous avons décidé de construire collectivement un outil d'osmose qui permet d'accueillir dans de bonnes conditions, y compris les fonctionnaires et les élus, puisque c'est 40 000 m² supplémentaires qui vont être proposés pour accueillir dans les bureaux. Donc on est en capacité de faire un accueil complet. Aujourd'hui, on voit bien depuis quelques années ce qui s'est passé. On a petit à petit voulu reconcentrer l'Europe en un seul endroit, hein, et les menaces pèsent sur Strasbourg comme elles pèsent aussi sur Luxembourg, qui n'est pas aujourd'hui le premier à être attaqué, mais la volonté progressive, y compris des parlementaires qui se sont laissés, à mon sens, un peu influencer sur cette question, parce que finalement, en termes de simplicité, pour eux, et notamment dans l'achat de logements, etc., d'appartements, il faut être très concret, hein, c'est pas la vraie vie. Hein. Et donc, du coup, aujourd'hui, qui ont été dans cette logique-là, qu'ils revendiquent un seul site, ils ont tout à fait raison, mais s'il doit y avoir qu'un seul site, le traité est très clair, ça doit être celui de Strasbourg. Et donc, on a bien vu... Oui, mais les traités peuvent être révisés, et il va y avoir une conférence sur le futur de l'Europe, et il y a des gens qui veulent réouvrir les traités. Et si ces traités sont réouverts, là, le siège de Strasbourg pourrait être vraiment en danger. C'est vrai, vous avez raison, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué quand même de réouvrir un traité, de le remettre en cause quand même. C'est quelque chose qui reste quand même compliqué, puisque c'est quand même un texte qui a une valeur forte, hein, le traité, heureusement d'ailleurs, pour nous, et on voit qu'il y a une volonté des parlementaires, une partie en tout cas de parlementaires, de remettre en cause la légitimité de Strasbourg, et petit à petit, avec les mini-sessions, etc., on a voulu grignoter la place de Strasbourg. Et ce qu'on veut empêcher, par rapport à votre question de tout à l'heure, c'est la construction de l'hémicycle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore en situation d'empêcher la construction de l'hémicycle. Et moi, dans les Est-ce que le gouvernement français, cette fois-ci, est vraiment
est fortement engagé pour Strasbourg. Parce que jusqu'à maintenant, on a senti que ils n'étaient pas vraiment engagés. Oui, vous avez raison. Depuis un certain nombre d'années, on a défendu Strasbourg, mais peut-être qu'on l'a défendu maladroitement. C'est-à-dire qu'on défendait Strasbourg, mais au-delà, aujourd'hui, la question, ce n'est pas de défendre Strasbourg, c'est de défendre la place de la France en Europe. Et c'est ainsi aussi que j'ai pu présenter au ministre et au président de la République aussi la vision des choses. Aujourd'hui, est-ce que la France est prête à renier sa place dans l'Europe? Parce que concrètement, si Strasbourg disparaît, si le Parlement européen disparaît à Strasbourg, c'est aussi la place de la France en Europe qui est remise en question. C'est ainsi aussi aujourd'hui qu'on a présenté les choses au ministre pour les sensibiliser sur les risques que cela générait, au-delà des enjeux pour Strasbourg et pour l'Alsace, qui sont effectivement très importants. Il y a l'enjeu pour la France et sa place. Et l'hémicycle, aujourd'hui, on peut empêcher sa construction, il n'est pas nécessaire. Et dans un contexte de crise économique et sociale liée à la situation de la Covid, on voit bien qu'on a besoin de moyens supplémentaires. On sait que, bon an, mal an, la construction de l'hémicycle pourrait coûter autour de 500 millions d'euros. Donc cette somme-là qui est colossale, qui n'est pas nécessaire, c'est de la gabegie d'argent public dans un contexte où on a besoin d'argent pour aider l'économie, aider aussi les personnes fragiles, être dans un soutien social renforcé pour les citoyens européens. Donc on a une fenêtre de tir. Pardon? Non, j'ai dit en pleine pandémie, effectivement, on a besoin de toutes les ressources. Enfin, un des problèmes, c'est les transports. Je vais laisser à Caroline, parce que ça, c'est une des principales plaintes des députés européens. Et je vais laisser à Caroline de vous poser la question sur cette question. Dans les nouvelles compétences de la CEA, vous l'avez dit, il y aura le transfrontalier. Et je vous ai entendu émettre une idée qui m'a semblé nouvelle, c'est-à-dire, en tout cas, de mettre complètement en liaison, de ne faire plus qu'un de l'aéroport de Baden-Baden et de l'aéroport de Strasbourg-Ensheim, ce qui pourrait effectivement peut-être répondre, en tout cas, à certains besoins des députés européens et de leurs collaborateurs. Est-ce que ça, véritablement, dans les compétences de la CEA, c'est quelque chose de réalisable? Est-ce qu'il y a une volonté aussi du côté allemand de s'engager? Parce que finalement, ça serait une forme d'engagement pour aider à maintenir le Parlement à Strasbourg. D'abord sur la capacité à agir de la collectivité européenne d'Alsace, aujourd'hui, le département du Bas-Rhin est actionnaire de l'aéroport d'Ensheim. Donc, et du coup, et contribue d'ailleurs au financement de l'aéroport d'Ensheim. Et j'essaye d'être très assidu au conseil d'administration parce que pour moi, c'est un enjeu majeur. Je pense que sur ces 5 dernières années, j'ai peut-être loupé 2 ou 3 conseils d'administration, pas plus, parce que on voit bien que c'est un enjeu majeur. Il y a eu des périodes où on sentait une tension forte entre Baden et Strasbourg. Et la difficulté que je tiens à vous expliquer, peut-être que certains ne connaissent pas, c'est qu'aujourd'hui, les taxes aéroportuaires à Baden sont beaucoup plus faibles qu'à Strasbourg. Ce qui fait que... ça a été tout comme ça, mais pourquoi on n'a rien fait, Monsieur le Président? Il y a beaucoup de compagnies aériennes qui ont quitté Ensheim à cause de ça. Pourquoi Strasbourg n'a jamais fait un geste vis-à-vis de ces compagnies aériennes? Alors, d'abord, les collectivités ont fait les gestes parce que nous avons financé chaque collectivité, l'Eurométropole, la région et le département, 1 million d'euros par an pour réduire justement ces taxes aéroportuaires. Mais donc, il y a déjà une prise de conscience de la nécessité de retrouver un rééquilibrage. Hein. C'est vrai pour Baden, mais c'est vrai aussi pour Bâle, qui a aussi des taxes aéroportuaires plus faibles. On a saisi à plusieurs reprises, j'en ai parlé à Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, sur la nécessité de tenir compte des spécificités de l'aéroport alsacien, parce que justement, il y a 5 aéroports à 200 km à la ronde, et les 4 autres ont des statuts plus favorables que le nôtre.
Et donc, nous demandons depuis plusieurs années que ce soit pris en compte. Et là, je ne vous cache pas que dans le contrat triennal, j'ai réinsisté auprès de M. Beaune, le Premier ministre des Affaires européennes, sur cette nécessité de tenir compte de cette réalité particulière et du fait que notre aéroport joue aussi un rôle international stratégique au regard de l'accueil du Conseil de l'Europe et du Parlement européen. Et donc, la diplomatie, on est le deuxième lieu diplomatique de France, c'est Strasbourg. Oui, de France, c'est Strasbourg. Donc, du coup, il y a cet enjeu à prendre en considération. Mais aujourd'hui, on nous oppose toujours le fait qu'on ne peut pas faire de différence entre les taxes aéroportuaires selon les aéroports, alors que les autres aéroports ne sont pas dans la même situation que nous, de concurrence liée au niveau de la taxe aéroportuaire. C'est ça aujourd'hui la difficulté que nous rencontrons, parce qu'aujourd'hui, l'aéroport d'Ensheim, 75% du trafic est porté par Volotea, et que si on veut maintenir Volotea sur notre territoire, il faut qu'on puisse avancer sur ces questions-là. Donc, je ne vous cache pas qu'on relance systématiquement, et dans la perspective de la signature du futur contrat triennal Strasbourg Capitale Européenne, pour moi, ce sujet est majeur, parce que si on veut être le seul site du Parlement européen à Strasbourg, il faut qu'on améliore nos conditions d'accueil par tous les sites de mobilité, bien sûr l'aéroport, mais aussi les enjeux de TGV, de liaison à grande vitesse sur le territoire, de lien avec les hubs, puisqu'on a l'enjeu aussi Francfort qui est important. Donc, on essaie de faire feu de tout bois sur les enjeux des mobilités parce qu'on a conscience que c'est absolument fondamental. Mais je ne vous cache pas qu'il n'y a pas jusqu'à présent eu une prise de conscience réelle. Le président de la République a fait des déclarations d'amour à Strasbourg récemment, mais j'attends encore les preuves d'amour. Que des déclarations d'amour. C'est plutôt des gestes d'amour. J'attends les preuves d'amour. En plus, lui et ses prédécesseurs, ils l'ont tous fait, ils ont tous déclaré que Strasbourg était capitale européenne, que c'était dans les traités. Et on a vu que beaucoup de députés européens en ont fait fi. Et pour eux, aujourd'hui, c'est Bruxelles la capitale. Comment ça se passe avec la ville? Vous arrivez à mener des actions conjointes sur ce sujet-là? Alors, il y a une prise je crois, il y a une prise de conscience de la ville depuis toujours, quels que soient les maires, sur la nécessité, bien évidemment, de porter Strasbourg capitale européenne. Donc, j'avoue que j'étais un peu surpris, pour tout vous dire, que la proposition qui avait été faite de faire de Strasbourg la première capitale des valeurs démocratiques récemment, que cette proposition a été plus ou moins refusée, on va dire. J'avoue que ça m'a fait réagir. Plutôt plus que moins. Oui, d'ailleurs. Donc, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris aujourd'hui les raisons de ce refus. J'espère que c'était une maladresse et que on va pouvoir reprendre une action en bonne intelligence pour servir Strasbourg comme capitale européenne. On travaille aujourd'hui avec le Strasbourg, avec l'Eurométropole et la région sur les enjeux stratégiques, notamment par exemple le développement de l'école européenne. Moi, j'avais demandé dans le précédent contrat qui s'achève qu'on étudie dans le contrat la capacité de faire une extension ou une création d'une école européenne supplémentaire. Je pense que c'est fondamental, notamment pour les enfants des fonctionnaires, pour les enfants des parlementaires qui pourraient être là en nombre, mais aussi pour les entreprises industrielles internationales que nous avons en Alsace, qui, quand elles doivent recruter des hauts cadres, doivent souvent leur garantir cette capacité à accueillir leurs enfants dans les écoles européennes. Donc on a cet enjeu-là à relever, et là-dessus, je sens la ville plutôt en tout cas en soutien. On a un projet de faire un collège franco-allemand, soit à Strasbourg, soit à proximité de Kehl. On verra soit à Kehl, soit à Strasbourg, mais en tout cas, on a besoin de construire un collège dans cet espace-là, et l'idée, c'est d'en faire un collège franco-allemand. Donc,
on défend comme ça certaines pistes ensemble. Il y a l'enjeu qu'Osmose, le bâtiment que nous avions encouragé, dont nous avions encouragé la réalisation, puisse servir le Parlement européen. Je les sens plus réticents quand je parle de l'aéroport. Aujourd'hui, je ne sens pas... oui, mais... Ouais. Oui. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous avons des nouvelles données, c'est la question climatique qui est devenue, avec la santé, une des priorités des Européens. Pourquoi pas développer un train qui va directement de la gare de l'aéroport de Strasbourg à l'aéroport de Francfort, en sachant que pour réduire le CO2, on a aussi envie de réduire l'utilisation de l'avion dans les petites distances, entre guillemets, qui sont inférieures, je crois, à 600 km. Pourquoi ne parlez pas avec les Allemands sur ça? Parce que le problème, c'est que la question du transport, ça sera une question qui va toujours être posée. Bien sûr. Alors, nous y travaillons, c'est-à-dire que j'ai écrit, moi, avec le président de l'Ortonokreis, on avait écrit d'abord pour la courbe d'Appenweier, parce que la liaison entre Strasbourg, d'abord, j'avais d'ailleurs dit au Premier ministre que quand on parle toujours du Paris-Lyon-Turin, j'entends, mais aujourd'hui, si on fait Strasbourg-Appenweiler, c'est 10 km, on a Paris-Strasbourg-Gênes ou Paris-Strasbourg-Rotterdam en train à grande vitesse. Donc, on n'a pas forcément besoin de faire autant d'investissements puisqu'il n'y aurait que 10 km à faire. Et on a obtenu, avec Franck Scherer, le président de l'Ortono, nous avons obtenu que ce petit bout de ces 10 km puisse être intégré dans les priorités du Land et du Bund. Et donc, nous travaillons aussi à cette liaison directe que vous appelez de vos voeux et que nous appelons de nos voeux aussi, vers direct jusqu'à l'aéroport de Francfort et pas jusqu'à la ville de Francfort pour éviter les ruptures, pour éviter là aussi les ruptures de charge. Donc, nous portons cela, nous portons ce discours, nous portons aussi le lien avec l'aéroport de Bâle-Mulhouse, de ligne TGV vers l'aéroport Bâle-Mulhouse. Et je voulais vous dire qu'aujourd'hui, l'aéroport d'Ensheim, sauf erreur de ma part, mais ne tient déjà compte des enjeux environnementaux puisqu'il n'y a pas de distance inférieure à 3 heures, 2 heures et demie, je crois. Donc du coup, on est dans le cadrage qui était fixé pour qu'on soit dans une logique là où on peut mettre un TGV plutôt qu'une liaison aéroportuaire si on est en dessous d'un certain temps de distance. Voilà. Donc, je pense aujourd'hui qu'on prend bien en compte, et on a cette volonté que l'aéroport soit un aéroport de développement durable. Donc, on prend en compte tous ces éléments, mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête qu'il ne faut pas être dogmatique sur les aéroports, ni sur la route. D'abord parce que les voitures sont de plus en plus propres, et les avions seront propres. Dans 10 ans, les avions rouleront en hydrogène et ils seront propres et ils n'auront plus d'impact sur le CO2. Donc, du coup, je pense qu'il faut qu'on soit attentif à cela. Ne détruisons pas des choses qu'on soit obligé de reconstruire. On a détruit en son temps les tramways et après, on les a remis en place. Donc, soyons pragmatiques, en fait, sur ces questions. Et donc, je n'avais pas complètement répondu sur le lien Baden-Ensheim. Il y a eu une période où c'était plutôt des concurrences. Et je m'étais opposé d'ailleurs à ce moment à la volonté qui avait été formulée à un moment donné de l'aéroport de Strasbourg d'attaquer Baden pour concurrence déloyale. J'étais le seul à m'être opposé à cette démarche-là. Les autres partenaires avaient appelé de leur vœu cette initiative. Ça a malheureusement nui à la relation. Mais je pense aujourd'hui que je suis bien placé, puisque je m'étais opposé, pour défendre cette idée de rassembler, de travailler ensemble sur ces deux aéroports. J'en ai parlé au nouveau président de l'aéroport qui est ouvert, bien évidemment, à cette question. Et la CEA, la collectivité européenne d'Alsace, pourra être un porteur fort de cette démarche. En tout cas, moi, je m'y engage. Dans les compétences nouvelles, Fernanda, je pense qu'on va avancer, sinon on n'aura vraiment pas le temps. Il y a le bilinguisme que vous avez évoqué rapidement. Ça veut dire une compétence pour toute la scolarité ou jusqu'au collège?
Ça, c'était ma première question. Et ça veut dire quoi concrètement? Alors, vous avez déjà partiellement répondu puisque vous avez parlé d'un projet de collège franco-allemand. Et est-ce qu'il y aura d'autres choses que vous pouvez d'ores et déjà nous annoncer? Alors, il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il faut pas. Alors, bien sûr, il y a le bilinguisme dans le cercle scolaire. Ça, on le porte déjà de longue date avec l'éducation nationale. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir une rectrice, Mme Laporte, qui a une vraie fibre franco-allemande, puisqu'elle a été elle-même professeure en Allemagne. Et donc, elle a ça ancré dans son ADN. Et donc, on a un partenaire de qualité avec Madame la rectrice qui nous soutient dans cette démarche. Donc, il faut faire feu de tout bois dans le schéma scolaire, c'est-à-dire que, bien sûr, en maternelle, en école primaire, dans les collèges, dans les lycées, il faut qu'on continue à développer la capacité pour les enfants qui le souhaitent d'être dans des classes bilingues. Et là, la moitié des collèges aujourd'hui, plus de la moitié des collèges d'Alsace aujourd'hui ont des classes bilingues. Donc ça, c'était une étape qui est importante. Mais on voit qu'au-delà de l'enseignement de l'allemand scolaire, ce qui est important, c'est savoir converser, être à l'aise avec la pratique de la langue. Donc, on doit pas seulement s'attaquer à l'éducation nationale, on doit aussi s'appuyer sur des associations, hein, on a ABCM, etc. On a des associations aujourd'hui qui font un travail remarquable et dont on va développer le potentiel, parce qu'ABCM notamment va s'installer à Gerstein pour encore se développer. On a aussi cette volonté d'investir le champ ludique. Nous travaillons aujourd'hui avec Europa Park dans le projet d'extension d'Europa Park sur le territoire français. Et là, un des objectifs qu'on a ensemble, c'est d'avoir un lieu ludique de l'apprentissage des langues, qui du coup pourrait être un lieu de jeu, mais qui amène à une meilleure connaissance de la langue du voisin. Donc ça, c'est aussi une piste que nous avons. Et puis, il y a le champ du secteur d'éducation populaire, du secteur associatif, même sportif ou culturel, qui nous apparaît essentiel d'investir. Il y a l'immersion. Alors en ce moment, bien évidemment, avec la crise de la Covid, ce n'est pas possible, mais l'idée, c'est que pour moi, c'est qu'en quatrième, en troisième, on passe un mois ou 15 jours en Allemagne et que les correspondants viennent 15 jours en France, qu'on soit dans une logique aussi d'immersion, de proximité. Hein, moi, je vous raconterai quand même que j'ai un jour dû aller chercher ma fille en quatrième à Hambourg parce qu'elle était malade. J'ai fait 1800 km dans la journée, alors que si elle avait été à Rastatt, ça aurait été quand même beaucoup plus facile et plus rapide. Et y compris dans le maintien des liens, avec sa correspondante, parce qu'à ce moment-là, ça s'organise. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit pragmatique. Beaucoup de gens parlent de bilinguisme. La difficulté aussi, c'est de rendre sexy l'allemand. Hein, désolé, les langues latines. C'est pour ça que Hambourg, c'est plus sexy que Rastatt. Je sais, mais pour des collégiens, je pense que c'est déjà pas mal, Rastatt. Tu as raison, pour les étudiants, je comprends qu'on ait plutôt envie d'aller à Hambourg et à Berlin qu'à Rastatt. Il y a aussi le contrat triennal qui est en train d'être négocié. Tout le monde attend. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, il y a des choses très pragmatiques. Hein. Je vous parlais de l'aéroport. Ça doit être la possibilité de soutenir l'aéroport. C'est un élément pour moi essentiel du contrat triennal. Il y a tout ce qui est liaison. Hein, vous les avez évoqués. Je ne reviens pas dessus. Il y a l'école européenne, j'en ai parlé également, qui est pour moi majeur. Il y a des moments forts. Le Forum de la démocratie, par exemple, c'est l'occasion de montrer le rôle que Strasbourg peut jouer. Donc, les événements. J'ai discuté il y a peu de temps avec Marie Fontanelle, qui est, comme vous savez, ambassadrice pour le Conseil de l'Europe. Nous évoquions aussi la nécessité de mener des actions sur l'apprentissage de la façon dont on apprend l'histoire. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on le voit dans les crises que nous vivons aujourd'hui. On vit des crises de civilisation et la façon dont on transmet l'histoire de l'Europe, de nos contrées, je pense que c'est aussi un élément très important de lien qu'on peut générer entre les nations, et donc que l'Europe s'implique dans la
transmission de l'histoire, je pense que c'est quelque chose d'important. Et l'Alsace, au regard de son passé particulier, a un vrai message à transmettre de réconciliation entre les peuples. Et c'est quelque chose que, bien évidemment, je porte depuis longtemps, puisque dans la commune dont j'ai été maire, j'ai milité beaucoup pour l'accueil du mémorial d'Alsace-Moselle, et qui a cette vocation de réconciliation entre les peuples. Voilà quelques idées, mais avant tout, et sur cette raison, j'étais quand même content du travail qu'on a fait de lobbying, parce que le ministre, quand même, Borne, a écrit au président du Parlement européen sur l'enjeu de l'hémicycle, que l'opacité de l'information n'était pas acceptable, et que nous ne pouvions pas accepter qu'il y ait une construction d'un nouvel hémicycle sans échange, sans discussion préalable. Qu'il y ait des travaux à Bruxelles pour garantir la sécurité des salariés et des acteurs qui y travaillent, oui. Qu'on crée un hémicycle, non, clairement. Donc aujourd'hui, je suis à un stade où, vous savez, les contrats triennaux, ils ont eu plusieurs périodes. Ils ont eu une première période, moi, que je n'ai pas connue quand je n'étais pas encore président, mais où finalement Strasbourg essayait de faire financer des projets pour Strasbourg, mais qui n'avaient pas toujours une vocation européenne clairement affichée. Le dernier contrat auquel j'ai participé, moi, j'ai conditionné les financements du département, et on a multiplié par 3,5 le niveau de financement du département, parce que nous croyons au contrat triennal et au rôle de Strasbourg vocation européenne. Mais justement, c'est quoi le montant du département? Je crois que j'ai en tête, mais j'espère que je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était 12 millions. Mais j'ai un tout petit doute là. J'avoue que je ne veux pas te dire de bêtises, j'ai pas le chiffre exact, mais ça je pourrais vous le. Mais si c'est dans cet ordre d'idée, ça nous donne une idée quand même. Mais du coup, on a eu cette volonté forte d'accompagner des projets, mais des projets structurants et qui crédibilisent Strasbourg, hein, comme acteur fort de l'Europe, quoi. Hein. C'est cela. Mais là, ce futur contrat, pour moi, ça doit être l'occasion, puisque le contrat n'est qu'un outil au service d'une vision. Et moi, j'attends aujourd'hui, puisque c'est un outil qui est co-signé avec le président de la République, le Premier ministre, qu'il y ait une vraie expression forte de l'État qui garantisse le rôle qu'on veut donner à Strasbourg, ce qui garantit son rôle de capitale européenne de la démocratie. Et donc, j'attends, au-delà des signes que pourrait apporter le contrat à travers les financements, une implication forte pour défendre alors malheureusement à Bruxelles, mais au Conseil de l'Europe, non pas au Conseil, enfin au Conseil européen, la place de Strasbourg comme Parlement européen et comme capitale européenne. Et donc, moi, je ne signerai pas le contrat triennal si j'ai pas des garanties sur l'engagement de l'État dans ce cadre-là, quoi. Je crois que c'est une occasion, le contrat triennal, d'être exigeant sur la place de Strasbourg et la place de la France en Europe. Nous sommes presque en train de finir, et ça sera Caroline sur la question de la culture qui est très important et qu'on n'avait pas parlé, mais je voulais juste vous faire, il y a des commentaires, et donc vous lire un de Denis Muller qui dit, bon, il reste quand même juste un petit volontaire à et puis aussi de Francis Gutmann qui pique un peu sur, quand vous dites l'Europe bureaucratique, il dit, bon, mais il y a quand même à Bruxelles, il y a quand même la Commission européenne qui est élue par le Parlement européen, il y a aussi un Conseil européen qui est formé par des premiers ministres et des présidents élus. Et puis Francis dit aussi, bon, le traité dit bien qu'il faut que le secrétariat reste au Luxembourg. Moi, j'ajoute, il en a presque plus. Il est pratiquement tout à Bruxelles, je dois dire. Mais le traité disait que le secrétariat au Luxembourg, les commissions et les groupes politiques à Bruxelles, et les mini-sessions et les sessions à Strasbourg. Donc, au lieu de ramener le secrétariat du Luxembourg à Bruxelles, on pourrait le ramener vers Strasbourg. Et je donne la parole alors à Caroline pour finir, parce que on avait dit qu'on ferait une demi-heure. On a eu un petit retard, mais je pense qu'on est à peu près, on s'excuse maintenant le timing de débat. Caroline.
Oui, alors ce sera la dernière question sur la culture, même si vous l'avez déjà partiellement évoqué, parce que je crois que ce sera aussi une nouvelle compétence. La culture, ce sera aussi pour vous un moyen de se rapprocher à la fois de nos voisins et puis de nos autres amis européens, même s'ils sont un peu plus lointains. Alors, oui aux deux questions. D'abord sur les enjeux culturels, hein, transfrontaliers. D'abord, on a commencé à construire une démarche, notamment sur sur les châteaux, puisque on a un point commun sur le Bade-Wurtemberg et en Alsace, c'est d'avoir beaucoup de châteaux. Du coup, plus ou moins visitables. Hein, on a 500 châteaux en Alsace et donc 80 sont visitables. Il y en a aussi beaucoup dans le Bade-Wurtemberg. Et notre idée, c'est de mettre les châteaux en fantastique. Et donc, on travaille, on a commencé, c'est Jono, le scénariste du Seigneur des Anneaux, qui est un peu notre fil rouge, hein, puisqu'il s'est inspiré de la cathédrale et du château de Königsbourg pour le Seigneur des Anneaux. Et donc, on est en train de monter un projet on a commencé, hein, on a commencé avec plusieurs châteaux, de liens entre les châteaux alsaciens et les châteaux du Bade-Wurtemberg, pour mettre les châteaux en fantastique, faire en sorte que les châteaux rhénans soient un jour aussi connus que les châteaux de la Loire et les châteaux cathares. L'idée, c'est aussi ne pas seulement rester sur l'histoire, mais aussi aller vers l'avenir, puisque l'idée c'est de mettre les châteaux en fantastique, faire en sorte qu'on puisse s'appuyer sur toutes les entreprises du numérique, les associations du numérique qu'on peut avoir, qui sont nombreuses. Grâce à la présence d'Arte à Strasbourg, on a beaucoup d'entreprises du numérique qui peuvent nous aider dans une logique où le visiteur devient Harry Potter, de sorte qu'il ait à la fois la connaissance de l'histoire qui a construit notre territoire, et ensuite qu'il puisse avoir un côté un peu ludique avec ce que peut générer le numérique. Alors, on a cet exemple-là où on veut renforcer le lien entre les territoires et créer une communauté de destin, parce que ça, c'est important sur le territoire rhénan, c'est faire en sorte que les jeunes générations se sentent appartenir à l'espace rhénan. Nous, les élus, on en a plein la bouche quand on parle de l'humanisme rhénan, mais ça n'a pas forcément de sens, hein, pour les jeunes. Et donc, je crois qu'à travers des initiatives de ce type-là, on est à la fois dans le respect de notre histoire, et puis ensuite on est dans cette volonté d'aller plus loin dans des actions vers l'avenir, et donner envie aux jeunes générations de connaître cette histoire. On a ce travail, on doit avoir ce travail sur justement la transmission d'histoire, et notamment celle assez récente du 19e et du 20e siècle. Ça, on a déjà beaucoup d'équipements pour le faire. Il faut qu'on travaille en réseau. On a des outils aussi intéressants comme Bal Novo, qui s'est installé sur la frontière entre la France et l'Allemagne pour faire des spectacles théâtraux, musicaux, franco-allemands. Je pense que ça, c'est un nouvel outil dont on n'utilise pas encore tout le potentiel. Hein. Je pense qu'il va falloir développer cela. Donc ça, quelques idées, hein, parmi d'autres, ça sur l'échelle transfrontalière. Après, on est très ouvert, bien évidemment, parce que la collectivité européenne d'Alsace a cette vocation d'être dans une dynamique européenne forte, et je pense que la culture est un outil majeur de lien. Donc on sera dans cette volonté d'aller dans ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça a été un plaisir de vous écouter, de vous entendre. Vous allez être devant une nouvelle collectivité à un moment qui n'est pas facile en Europe et même dans le monde. On vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de chance, parce qu'il faut aussi avoir souvent de la chance au-delà du savoir que vous avez démontré. Je voulais aussi remercier Caroline d'avoir, notre secrétaire générale adjoint, d'avoir avec moi animé ce débat, dire qu'il va être sur Facebook et YouTube, donc vous pouvez encore le voir. Je voulais remercier aussi Sarah, notre stagiaire,
qui a été en commande, et aussi les membres de la MESA et tous ceux qui ont assisté à cette conférence. Merci beaucoup. Et puis, on va prendre rendez-vous bientôt. Après, on viendra voir comment les choses avancent dans la nouvelle collectivité européenne d'Alsace. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci, Caroline. Merci à vous tous et bonne soirée encore. Hein. Bonne soirée. Merci pour votre combat pour l'Europe. On sera là avec vous toujours. Merci.